L'économie, ça a souvent l'air d'être un code secret, n'est-ce pas? Un truc réservé aux experts. Mais si on apprenait que tout, que ce soit le prix du café ou le montant des impôts, est en fait régi par seulement 3 règles toutes simples. Inspiré par le livre Basic Economics de Thomas Well, on va décrypter ce code ensemble. On commence fort avec une idée qui va un peu à l'encontre de tout bon sens. Et si taxer les riches finissait par nuire aux plus pauvres? Oui, la question peut paraître un peu choquante, mais elle nous force à regarder au-delà des belles intentions pour voir ce qui se passe vraiment. Et dans la même veine, et si le contrôle des loyers, qui est censé aider les gens, finissait en réalité par créer plus de sans-abri? Bon, ces deux idées comme ça, elles ont l'air complètement absurdes. Et pourtant, elles illustrent la règle la plus importante en économie: les intentions ne sont pas des résultats. Voyons comment ça marche avec notre première règle. Pour résoudre ces énigmes, il nous faut notre première règle, la différence qui est juste cruciale entre les intentions et les incitations. Et pour bien piger ça, rien de tel qu'une histoire vraie, celle d'un plan fiscal qui a viré au désastre. Imaginez un peu la scène. On est en 2008, en pleine crise financière. L'État du Maryland, aux États-Unis, a un énorme trou dans son budget. Sur le papier, la solution semble parfaite, presque morale. On va demander un effort supplémentaire aux 8000 millionnaires de l'État. L'objectif, récolter 106 millions de dollars de plus. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Au début, tout a l'air de bien se passer. Mais l'année d'après, c'est la douche froide. Un tiers des millionnaires de l'État se sont volatilisés. Non, ils n'ont pas fait faillite. Ils ont juste fait leur carton et déménagé. Et la conséquence, elle, est brutale. Non seulement l'État n'a pas vu la couleur des 106 millions espérés, mais le départ de ses contribuables a carrément creusé un trou de 257 millions de dollars dans les caisses. L'intention était de gagner de l'argent, le résultat a été une perte colossale. Pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans cette règle toute simple. Les gens ne réagissent pas aux intentions, mais aux incitations. L'intention du Maryland était bonne, bien sûr. Mais l'incitation qu'ils ont créée, c'était une punition financière. En réponse, les millionnaires ont fait ce qui était le plus logique pour eux, partir. Et avec eux sont partis leurs investissements, leurs entreprises et les emplois qui vont avec. On ne peut tout simplement pas ignorer les incitations. Cette logique des incitations s'applique en fait absolument partout. Mais notre deuxième règle va encore plus loin. Elle révèle le prix caché de chaque décision que l'on prend, que l'on soit un État ou un individu. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Pensez à l'achat d'une voiture à 50 000 euros. Le coût visible, facile, c'est 50 000 euros. Mais le véritable coût, celui qu'on ne voit pas, c'est ce que cet argent aurait pu devenir. Investi intelligemment, ces 50 000 euros auraient pu se transformer en 250 000 euros. Le vrai coût de cette voiture n'est donc pas 50 000, mais un quart de million. C'est ça le coût d'opportunité. Ce n'est pas ce que l'on paye, c'est ce à quoi on renonce. Et ça, c'est le cœur de la pensée économique. Chaque ressource, notre temps, notre argent, a une infinité d'utilisations possibles. En choisir une, c'est renoncer à toutes les autres. Le coût d'opportunité nous force à voir non seulement ce que nous gagnons, mais aussi, et surtout, ce que nous perdons à chaque instant. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième et dernière règle, celle qui coordonne silencieusement des milliards de décisions chaque jour. Les prix ne sont pas justes ou injustes, ce sont des messages. Il y a une anecdote célèbre à ce sujet. Quand le dirigeant soviétique Gorbatchev a visité Londres, il était perplexe et a demandé « Qui est responsable de l'approvisionnement en pain de la ville ?» La réponse de Margaret Thatcher fut simple. Personne. Ce sont les prix qui s'en chargent. Aucune planification centrale ne pourrait gérer une telle complexité. Seul le système des prix le peut. Voilà comment ça marche. Disons que tout le monde a soudainement envie de pizza. La demande augmente, les pizzerias sont débordées, le prix de la pizza monte. Ce prix plus élevé est un signal. Pour les consommateurs, il dit « la pizza est plus rare ». Mais pour les entrepreneurs, il crie « il y a de l'argent à se faire en produisant plus de pizza ». De nouvelles pizzerias ouvrent, l'offre augmente et le prix se stabilise. Le problème est résolu, sans qu'un seul planificateur n'intervienne. Un prix, en fait, c'est comme un thermomètre. Il ne crée pas la fièvre, il la mesure. Un prix élevé n'est pas le problème. Il est le signal d'un problème sous-jacent de rareté. Essayer de contrôler les prix pour résoudre un problème, c'est comme casser le thermomètre en espérant guérir le malade. Non seulement ça ne marche pas, mais on perd la seule information qui nous disait que quelque chose clochait. Et là, on peut revenir à notre question sur le contrôle des loyers. L'intention est louable, aider les gens à se loger. Mais en forçant les prix à mentir, en les fixant artificiellement bas, on casse le thermomètre. Le signal de rareté est ignoré et le résultat est une catastrophe prévisible. C'est une recette pour un désastre, que ce soit à New York ou à Caracas. D'un côté, avec des loyers artificiellement bas, la demande explose. Tout le monde veut un appartement pas cher. De l'autre côté, l'incitation pour les propriétaires est de fuir. Pourquoi investir dans l'entretien ou même construire de nouveaux logements si c'est pour perdre de l'argent? L'offre de logement s'effondre. Le résultat inévitable, plus de demandes, moins d'offres. C'est la définition même d'une pénurie. Ces trois règles ne sont pas de simples concepts économiques.
Ce sont de véritables outils pour voir le monde différemment, pour décoder la réalité qui se cache derrière les titres des journaux et les discours politiques. En résumé, au lieu de se focaliser sur les bonnes intentions, il faut se demander quel comportement est réellement récompensé. Pour chaque décision, il faut penser aux coûts cachés, à ce qu'on aurait pu faire d'autre, et enfin, il faut respecter les prix comme des messagers, même lorsque le message ne nous plaît pas. Et c'est sans doute la conclusion la plus importante. Ces connaissances ne sont pas une recette pour la richesse, mais un bouclier contre les raisonnements fallacieux et les promesses simplistes. Elles permettent de voir au-delà des discours pour comprendre les mécanismes réels qui sont en jeu. On termine avec cette question. Avec ces 3 outils en main, quelles bonnes intentions autour de nous semblent soudainement suspectes? La réponse à cette question est le début d'une compréhension plus claire et plus honnête du monde.